Mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche et bienvenue à Jury du dimanche qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Thierno Lo. M. Thierno Lo, bonjour. Bonjour Mamadou. M. Thierno Lo, vous êtes un invité spécial de JDD, mais si vous permettez peut-être on brosse un peu peut-être votre bio, votre parcours qui est très intéressant et en même temps aussi peut-être l'actualité qui va dominer un peu les sujets que nous allons aborder, plus maintenant la contextualisation et une compréhension beaucoup plus poussée de tous les phénomènes, y compris des phénomènes politiques que nous avons vécus ces temps derniers. Vous êtes donc un natif de Darou Moussi. Ça a une signification très profonde pour vous, j'imagine. Bien sûr. Darou Moussi, c'est la deuxième capitale du mouridisme. C'est Mame Thierno Ibra Fati qui est mon homonyme, qui l'a fondé sous ordre de Serigne Touba Khadim Rassoul. Et j'ai eu le privilège que mon papa fut le chef de village de Darou Moussi. Très bien. Il a géré pendant 30 ans et vu sa gestion, on lui a demandé de choisir son remplaçant. Je porte le nom de Thierno Ibra Fati et mon autre frère aussi porte le nom de Thierno Ibra Fati. Alors, on va y revenir tout à l'heure parce que beaucoup se posent la question de savoir d'où Michel Lo tire-t-il son caractère de personnalité proéminente, mais en même temps aussi qui a le sens de la répartie par le propos qu'il tient et puis aussi la vigueur justement des vérités qu'il crache quand c'est nécessaire, quand lui-même juge que c'est nécessaire. Vous êtes donc présentement le président de l'Alliance pour la paix et le développement, de l'APD. Ensuite, vous avez été un ancien ministre de l'Environnement de 2005 à 2007, mais auparavant, vous étiez conseiller du président Wade. Oui. Vous avez également été ministre de l'Artisanat et du Tourisme, et puis surtout parlementaire, président de nombreuses commissions, notamment la commission Défense et Sécurité, la commission Urbanisme, Habitat et Transport, et puis en même temps aussi, vous avez été président de la communauté rurale justement de Darou Moussi. Michel Lo donc, a fait du privé. Et du privé également, vous avez fait un saut dans le public. Donc vous avez au moins une échelle de comparaison des deux univers. On va y revenir tout à l'heure. Mais nous avons été frappés, Michel Lo, par une tragédie qui s'est déroulée dans une famille où une jeune dame du nom de Nogaï Thiam a été retrouvée morte 48 heures après. Ça a saisi d'un mois tous les Sénégalais, notamment tous les Dakarlois, qui ne comprennent pas qu'une pareille tragédie puisse arriver dans une famille, dans une maison, dans un quartier, sans que personne ne s'en aperçoive. Avec le recul, quelle lecture ça pourrait vous amener à faire justement de cette tragédie? C'est vous qui me l'apprenez tout à l'heure, mais ça ne me surprend pas du tout. Je crois qu'il y a des phénomènes qui doivent nous pousser à nous regarder dans le miroir pour voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que nous devons corriger. Un tel phénomène vient du fait que notre cellule familiale s'est disloquée. Ce que nous avions de précieux, l'école que constituait la famille, est une école qui n'existe plus. L'individualisme est au sein de nos familles. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On s'occupe de personne. C'est pourquoi ce genre de phénomène nous arrive. Mais si aujourd'hui les cellules familiales fonctionnaient, où chaque matin, quand on se réveille, on est autour du responsable de famille pour prendre le petit déjeuner, ou quand quelqu'un n'est pas là, on dit appelez-le, on tape aux portes, on se soucie de l'autre, ce genre de phénomène n'arriverait pas. Mais je veux dire par là que les contraintes sociales ne doivent pas expliquer certains comportements. Olof Ndiaye dafay wax ne biir du fen c'est une valeur. Ça veut dire que quelles que soient ces contraintes sociales, nous devons garder ce qu'il y a d'essentiel, la vie en société, la solidarité familiale et la discipline qu'il doit y avoir au nom de nous. Tous les problèmes que vous voyez, c'est la dislocation de la cellule familiale qui fait que les gens ne sont plus éduqués et sortent dans la rue avec des habitudes qui ne sont pas les habitudes que devaient avoir nos familles. C'est malheureux qu'un tel phénomène se passe, mais si on ne regarde pas le mal pour essayer de reconstruire nos cellules familiales, de revoir les valeurs de solidarité, nous connaîtrons cela. Et on le connaît même dans la rue, parce que c'est ce que vous avez dans les maisons qui sort dans la rue. Et je crois que c'est un phénomène de société et nous devons essayer de préserver ces valeurs que les autres nous envient. La solitude que les gens vivent dans leur pays pour être dans des maisons de retraite, ils ont voulu compenser cela en nous proposant de venir dans nos pays acheter des espaces pour transporter leurs vieux pour qu'ils viennent ici avoir le contact humain et vivre un peu de solidarité. Alors,
Si les gens veulent venir chez nous, nous sommes en train d'importer leurs mauvaises habitudes. Je crois que c'est nous qui sommes le mal. Tout à fait. Michel Lo, merci pour cette incursion, mais nous présentons effectivement nos condoléances à cette famille et nous sommes très peinés d'apprendre cette tragédie et ce sort réservé justement à cette jeune dame, paix à son âme. Mais c'est pour aussi dire que dans les familles, nous devons peut-être nous recentrer et ensuite faire de la cellule familiale le noyau justement d'épanouissement de tous les membres de la famille. Donc, Sénégalais, ressaisissez-vous. Monsieur Lo, pour en revenir justement à notre sujet et surtout à notre actualité, récemment, nous avons vécu quand même des situations un peu inédites avec au sommet de l'État une certaine dissonance entre le Premier ministre et le Président de la République. Et tout est parti justement d'une appréciation de la façon dont il faut conduire ou les alliances ou les stratégies de conquête ou de maintien du pouvoir. Si bien que aujourd'hui, avec une semaine ou 2 semaines de recul, sans doute vous avez suivi au même titre que tout le monde, puisque vous êtes un politique très madré. Avez-vous une lecture qui soit personnelle ou une compréhension de ce qui s'est passé au sommet de l'État? Oui, c'est dramatique pour un pays comme le Sénégal. Nous avons une longue tradition de démocratie. Ce pays est une grande puissance en ressources humaines de qualité. Nous partons de Senghor, on cite Lamine Gueye, on parle de Mamadou Dia, on parle de Abdoulaye Wade et jusqu'au président Macky Sall. Le Sénégal ne mérite pas ce qui lui arrive actuellement, mais c'est une responsabilité collective parce que nous sommes dans un moment où il faut un sursaut national et chacun doit se sentir responsable de ce qui se passe. Si vous ne le faites pas pour vous, vous devez le faire pour les générations à venir. Mais il y a des gens qui sont résignés. D'autres se disent, oui, c'est des jeunes qui viennent de prendre le pouvoir, on les laisse faire, ils vont se planter. Ils ne savent pas que c'est eux qui dirigent la pirogue dans laquelle nous sommes. S'ils se cognent sur le récif, c'est nous tous qui allons subir les impacts. Autrement dit, nous ne devons pas être nous ne devons pas être résignés, nous ne devons pas regarder faire, parce qu'il est question de l'État. L'État est un patrimoine commun. Chacun doit le défendre, chacun doit le servir. On doit le servir sans se servir. Mais il faut préserver l'intérêt général au détriment de nos intérêts particuliers. Donc on dit que l'État doit être au-dessus de la mêlée. Autrement dit, même si on est arrivé par les voies de la politique, une fois qu'on est quand même au sommet de l'État, on doit garder une figure plus républicaine et moins partisane. Est-ce qu'il est facile de concilier un peu cette nouvelle conduite en rompant avec peut-être le train qui vous a amené au pouvoir? L'État, on le sert. L'État, il est au-dessus de tout. Quand vous êtes élu, vous devenez un serviteur de l'État. Vous savez, notre problème, c'est quoi? C'est que les gens ne règlent pas au départ des choses qui sont fondamentales. Un, l'État est un patrimoine commun. Quand vous y êtes, vous êtes serviteur de l'État et que nos mandats ne sont pas des mandats à durée indéterminée, c'est des mandats à durée déterminée. Les séquences que nous avons, qui sont limitées dans le temps, nous devons servir l'État sans nous servir et essayer de laisser des traces que l'histoire va retenir. Mais aujourd'hui, quand vous êtes président de la République du Sénégal, vous pensez que vous gérez un patrimoine privé. Deuxièmement, ceux qui vous accompagnent pensent qu'ils sont actionnaires d'une société anonyme où il y a des dividendes à se partager, ce qui est totalement faux. Vous êtes élu pour servir l'État, vous êtes payé sur les deniers publics, vous devez servir l'intérêt général. Si nous ne comprenons pas cette réalité qui est la notion de servitude de l'État, nous aurons toujours les travers que nous avons. Maintenant, ce que nous connaissons au Sénégal, mais c'est tous les Sénégalais qui sont responsables. Qu'est-ce qui nous a été proposé en 2024? Comme offre politique. On nous dit comme offre politique, la seule offre politique c'était que Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye. Ça veut dire que vous avez une personne qui figure sur un bulletin, mais vous votez pour 2 personnes. Et ces 2 personnes ont des rapports, qui sont des rapports de quelqu'un qui était là, qui était déifié, qui était le mentor, qui a choisi quelqu'un. C'est quelqu'un, par la force des choses, est devenu président de la République. Oui. Donc nous avons élu 2 personnes, l'un par le bulletin, mais l'autre comme mentor
qui a désigné le président de la République. C'est le premier couac. Oui, mais est-ce que là, vous ne maintenez pas un peu l'ambiguïté? L'élection présidentielle, c'est l'élection d'une personne qui a rendez-vous justement. Oui, dans les formes. Mais ce qu'on vous a donné comme offre politique, quelqu'un a été là porteur d'une dynamique qui a été handicapé. Il n'a pas pu être président de la République. Il nous a désigné quelqu'un. Et il a même associé son nom. Dans d'autres pays, vous savez que ce ticket-là ne passerait pas dans d'autres pays. Non, on voudrait savoir qui est candidat à l'élection présidentielle, quel est le projet qu'il nous propose. Et en fonction de cela, on vote pour un individu. Mais aujourd'hui, vous avez voté pour 2 personnes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand l'autre a été élu? Il est confronté à la réalité du pouvoir. Il est devenu un président de la République qui a trouvé une constitution, qui a trouvé les principes de fonctionnement d'un État. D'abord, cette amitié, elle ne peut pas tenir, parce que l'autre qui n'est pas président de la République, il n'a pas droit à la décision. Il ne signe pas le décret. Ce n'est pas lui qui va répondre demain de la gestion de ces 5 ans. Alors, et plus maintenant, les courants qui vous traversent quand vous êtes au niveau du palais. Vous êtes traversé par des courants d'ici et d'ailleurs qui le plus souvent transforment nos hommes d'État. On dit que oui, celui que nous avions vu, qui faisait la campagne, n'est pas celui qui est au palais. Le palais a ses réalités, a ses courants, et ça transforme, ça métamorphose les personnes qui n'ont pas le bon entourage, ou bien qui n'ont pas la possibilité de se dire que je gère la nation. Et quelles que soient les contraintes, je dois rester pour la défense. C'est pourquoi le serment. Si vous collez au serment, si vous collez à votre peuple, vous résistez à tous les soubresauts, vous résistez à tous les courants. À partir de ce moment, vous utilisez l'ensemble des compétences sénégalaises que vous avez à votre disposition et vous allez plus ou moins réussir votre mission. Ça n'a pas été le cas. Ils sont arrivés, ils ont divisé le pays en 2 camps. Ceux qui étaient passifs, ceux qui ne l'étaient pas. Ils ont aussi refusé d'assurer la continuité de l'État. JDD reçoit donc Thierno Lo, président de l'Alliance pour la paix et le développement. Avec ce développement que vous avez fait, qui est assez brillant et puis qui campe véritablement le sujet, revenons peut-être à un concept plus populaire, le concept justement de démocratie. Si vous deviez aujourd'hui décrire notre propre démocratie, quels seront les éléments d'identification justement de notre démocratie à nous? Notre démocratie, c'est que nous avons des ressources humaines capables de faire la même chose que les grandes démocraties ou mieux. Et le Sénégal a pu montrer que nous sommes une grande puissance en ressources humaines de qualité. On a une administration très bien formée, une administration dynamique. Pourquoi avons-nous pu organiser des élections présidentielles en 15 jours sans contestation? C'est parce que nous avons une administration qui est très forte et nous avons aussi un peuple qui est mature. Quels que soient les soubresauts, qui sait faire son choix. Alors à partir de ce moment, on doit savoir que la démocratie, c'est un système qui est animé par des hommes. La véritable démocratie, on la voit quand il y a de bons animateurs. Quand les gens ont une citoyenneté, quand les gens mettent au devant des principes de gestion d'intérêt général, quand les gens respectent 2 choses, droit et devoir. Si vous n'avez pas le respect du droit et du devoir, savoir où commence votre liberté, où elle s'arrête et qu'est-ce que vous devez à la République, vous ne pouvez pas avoir un système que nous pourrions appeler la démocratie. La démocratie, c'est un système, mais c'est des hommes qui l'animent, qui l'encadrent et qui nous permettent le plus souvent de régler des problèmes tels que les élections, tels que la gestion de la cité et des trucs comme ça. Donc, on a remarqué ici ou là dans la sous-région notamment, pour ne pas aller loin, quand même un affaiblissement de la démocratie avec un retour justement au pouvoir dans un certain nombre de régimes militaires. Ce n'est pas très valorisant pour les démocrates. La démocratie a ses principes. Le pouvoir ne se conquiert pas par les armes. C'est les gens qui affaiblissent la démocratie par leur intention de conservation de pouvoir ou bien de recherche de pouvoir. C'est pourquoi vous avez toujours ces trucs que vous voyez. Et puis à chaque fois que vous voyez des régimes militaires qui prennent la parole, c'est parce que les militaires agissent quand il y a un déphasage entre les populations et ceux qu'ils avaient élus. À partir de ce moment, il y a des solutions qui sont des solutions intermédiaires, qui sont, il faut faire appel aux militaires. Et le plus souvent, quand vous avez un régime dur, dictateur,
qui répriment les populations quand elles sont fatiguées font appel à l'armée. Le plus souvent, c'est des appels du pied qui sont faits pour permettre aux militaires de venir dans certains camps prendre le pouvoir pour dire que nous sommes les arbitres maintenant du jeu, on va vous réguler. Le principe de départ, il est bon. Parce que quand il y a des répressions, quand ceux qui sont élus oublient pourquoi ils ont été élus, le militaire, s'il vient prendre le pouvoir, on peut le comprendre. Mais le plus souvent, quand il goûte aux délices du pouvoir, il se transforme maintenant en politicien pour demander des mandats et pour gérer le pays. Mais parce qu'il y a des délices. Pardon? Parce qu'il y a des délices, comme vous le dites. S'il y avait peut-être qu'un sacerdoce, probablement, il ne serait pas si enjoué. Mais tout à fait. Oui. Ça veut dire que c'est la faillite des hommes politiques qui poussent les militaires à prendre le pouvoir. Mais il faudrait qu'on fasse comprendre à ces militaires-là, quand ils jouent le rôle de régulateur, il faut qu'ils acceptent après d'organiser des élections libres, démocratiques et de retourner dans les casernes. La place du militaire, ce n'est pas la gestion de l'exécutif. Il doit être sous la direction de l'exécutif et défendre le pays, le sécuriser. C'est ça que nous devons remettre sur le tapis, en parler pour que nos militaires le sachent. Les militaires sénégalais le savent. Aujourd'hui, quand nous avons nos conflits là, les militaires se soucient peu de nos conflits politiques. Ils sont là pour la République. Ils sont là pour sécuriser la République. Oui. Ça ne les intéresse pas. Pour donner un exemple, récemment, vous avez vu le président Diomaye qui défilait avec les militaires, qui a reçu, disons, certains généraux. Mais vous croyez que les militaires qui ont défilé avec le président Diomaye ont maintenant une façon de vouloir réguler notre jeu politique? Ce n'est rien comprendre de l'armée sénégalaise. Les chefs suprêmes des armées viennent au niveau de l'armée, ils font une randonnée. Ça s'arrête là. Ils sont les défenseurs de l'État du Sénégal. Oui. Ils ne regardent pas qui est APR, qui est passif, qui est APD. Ça, ce n'est pas le problème. Nous sommes des citoyens. Nous habitons dans un pays. Ils sont l'armée sénégalaise. Ils sont très bien formés au niveau des grandes écoles, plus diplômés que les politiciens qui sont ici, mais plus patriotes, plus républicains. Très bien. Mais n'êtes-vous pas inquiet quand même de voir que tout autour de notre pays, qu'il y a des régimes qui sont arrivés au pouvoir sans peut-être pas passer par les urnes? Mais aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus d'État dans notre sous-région, plus ou moins. C'est le Sénégal qui restait peut-être comme le seul État, plus la Côte d'Ivoire. Tous les autres, c'est des États qui ont connu des régimes militaires, c'est des coups d'État. Alors je crois que ça, c'est quelque chose qui handicape même la sous-région sur le plan des flux touristiques, sur le plan de l'économie, sur le plan même des perspectives. Rien n'est clair, tout est flou. Et puis les gens sont contents que ça se passe comme ça. Parce qu'ils veulent nous réguler. Quand ils veulent nous réguler, ils nous régulent par les maladies, par les épidémies, par les conflits religieux, ethniques et par les semblants de démocratie. Au moment où on s'entretue, il y a des coups d'État, il y a des revenus sociaux, politiques, ils sont en train de piller nos ressources minières. C'est comme ça que ça se passe. Mamadou, est-ce que vous avez entendu une fois, dans les conflits qu'il y a dans nos pays, qu'on attaque les zones d'exploitation de nos ressources minières au Areva et au Total et au Shell et jamais de la vie? Tous les conflits, on tue des populations. On détruit nos infrastructures internes, mais on n'attaque jamais les zones où se trouvent les ressources minières. Ça, c'est la régulation qui permet de piller nos ressources minières. Et il s'y ajoute que ceux qui attisent le feu, mettent le feu, qui financent même des djihadistes pour qu'ils nous occupent, mais ils ont une réflexion profonde des pays africains pour que nous puissions régler nos problèmes de géopolitique, pour que nous puissions avoir des armées qui sont des armées fortes, pour que nous puissions défendre nos pays. Parce qu'avec nos frontières poreuses, nous avons des généraux qui sont très bien formés, mais nous n'avons pas la logistique qui permettrait aujourd'hui de faire face aux djihadistes. J'ai envie de savoir, selon vous, où se trouvent les vrais acteurs justement de la démocratie pour son implantation, mais également pour son enracinement? Les vrais acteurs de la démocratie, ce sont les peuples. Il n'y a pas une portion d'individus qui pourraient se réclamer d'être les porteurs de la démocratie. La démocratie, c'est portée par les peuples. Ces peuples doivent être éduqués et ces peuples doivent choisir les élites. Quand vous voyez un mouvement d'ensemble, il y a toujours des élites. Ces élites
doivent mériter le pourquoi on les choisit. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avions connu à l'époque la colonisation. Après, quand les colons partaient, ils nous ont donné ce qu'on appelait les Africains choisis. Ça veut dire que les gens qui sont venus avec une peau noire, qui remplacent l'homme blanc et qui vont courber les chines à Matignon ou à l'Élysée pour reprendre des mots d'ordre et qui font pire que ce que le colon faisait. C'est ce que nous appelons les Africains choisis. Cette élite-là, il faudrait qu'on les balaye et qu'il y ait une élite panafricaniste qui est consciente des défis qui nous interpellent et qui œuvre pour l'intérêt de l'Afrique et qui colle à ses populations. Vous savez, la force de nos États, c'est quoi? C'est dans la solidarité de nos concitoyens. Un peuple qui est solidaire, un peuple qui est uni, a le premier facteur de résistance par rapport aux autres. Mais si vous êtes désunis, vous ouvrez la porte à ceux qui veulent vous diviser pour mieux vous mettre sous dépendance. Donc c'est toute une conscientisation de nos populations. C'est toute une éducation de masse qu'il faut pour que nous puissions transcender les problèmes que nous traversons et faire face aux défis qui nous interpellent. Alors l'opinion publique, vous en faites une catégorie politique pour peut-être voir un peu comment se configurent nos systèmes politiques ou non? Mais une opinion politique, opinion publique, elle doit exister. Ouais. C'est dans cette opinion publique, il y a la société civile, il y a les agents, il y a les personnalités remarquables, il y a tous ceux qui portent dans leurs veines l'intérêt général, toujours. Ce sont ces gens-là qui sont les garants de la sécurité de la République. Parce que c'est ces personnes-là qui éduquent. C'est ces personnes qui s'élèvent pour dire qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. C'est pourquoi vous me permettez de dire au Sénégal qu'il est l'heure de parler. De parler. De parler. Qui doit parler? Ou bien qui peut parler? Qui peut parler, ce sont nos sachants, nos universitaires, la société civile et tout citoyen conscient des enjeux qui nous interpellent. Mais les gens sont plus ou moins résignés, d'autres regardent faire, d'autres se disent que ça ne me concerne pas, ça concerne les autres, alors que ça impacte sur tout le monde. Et puis il y a aussi la versatilité de l'opinion publique. Elle est tantôt pour, tantôt contre, et on ne sait pas trop peut-être quelle est la ligne de crête qu'il faut maintenir pour que peut-être le leader, ou en tout cas celui qui incarne un peu les aspirations du peuple, puisse agir et trouver des... Oui, il y a un malaise, et puis c'est difficile maintenant de parler même dans ce pays-là. Parce que, soit vous avez le courage comme moi de parler, parce que personne ne peut m'empêcher de parler. Je le fais par devoir et je le fais pour les générations futures, je le fais pour les jeunes. Parce que ces jeunes-là ont besoin qu'on leur indique la boussole. Ces jeunes doivent refuser d'être des escaliers. Vous les utilisez pour aller au pouvoir. Et demain, quand vous perdez le pouvoir, vous êtes en dehors du Sénégal, vous êtes milliardaire, vous allez vivre à Versailles, au Maroc ou aux États-Unis. Et eux, c'est rebelote. Parce que quand vous partiez, ils n'étaient pas dans la production. Ils étaient dans le chômage. Ils manquent de formation. Mais ils ont repris vos mots d'ordre pour que vous puissiez gérer vos intérêts personnels, ça veut dire vos intérêts de pouvoir. Je crois que nous devons conscientiser la jeunesse. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller la jeunesse sénégalaise pour lui dire que c'est votre avenir qui se joue. Tout ce que nous faisons impacte sur vous et c'est vos lendemains qui sont sombres. Reprenez-vous et dites à vos leaders, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Quelle est la mission qui avait fait que vous les aviez suivis? Vous les aviez suivis tout simplement pour votre bien-être, pour être éduqués et pouvoir trouver de l'emploi, régler le problème de vos parents et rendre lumineux votre avenir. Très bien. Je pense que vos mots d'ordre ont été repris pour cela. Et les leaders que vous accompagnez, ils ne doivent pas briser votre rêve. Ils doivent faire comme John Fitzgerald Kennedy. Il avait fait rêver les Américains. C'est pourquoi il les a amenés sur la Lune. Un rêve, on ne le brise pas. Il faut réarmer le peuple sénégalais pour que ce peuple sénégalais puisse savoir que les défis qui nous interpellent et le nouveau monde auquel nous sommes confrontés est un monde d'intérêt de pays. C'est un monde d'individualisme et que personne ne nous fera un cadeau. C'est à nous de nous préparer pour éviter une autre colonisation qui ne sera pas par les armes. Maintenant, qui pour incarner justement cette volonté générale? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut représenter un peu peut-être les attentes des populations pour incarner justement cette volonté générale-là? Mais est-ce que vous pouvez il y en définir a un peu tellement au Sénégal parce que quand vous m'entendez parler de ressources humaines de qualité, c'est ça. Je ne parle pas de diplômés. Je parle de gens qui ont de l'expérience, qui ont pratiqué. Du vécu. Un pays comme le nôtre, où tout est à faire,
il faut une élite qui tire le mouvement, qui le porte. Ça veut dire que cette élite, c'est une élite qui a de l'expérience, qui est bien formée, qui peut booster des secteurs et qui peut indiquer une direction et mettre en œuvre. C'est ça que nous avons. Nous avons actuellement dans ce pays des diplomates qui ont fait le tour du monde. Nous avons des universitaires qui sont majeurs dans beaucoup de trucs et ils ne l'ont pas fait par une récitation du savoir. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait de la production, c'est quelqu'un qui trace des voies. Nous avons même des politiciens actuellement qui sont là, que les gens veulent mettre à la retraite, mais qui connaissent ce que c'est que l'État. Et qui ont travaillé depuis le Parti socialiste, en passant par tous les pouvoirs. Il y a des gens qui ont porté des secteurs et qui sont toujours là. Très bien. Qui ne sont pas morts, qui font de la consultance dans la sous-région. Et qu'il faut exhumer probablement pour... Alors donc il faut qu'on les prenne, qu'on les écoute. On parle de relève générationnelle. Mais la relève générationnelle n'a de sens que quand les jeunes arrivent, ils n'ont pas d'expérience. Mais s'ils sont portés au pouvoir par d'autres jeunes, ils doivent avoir l'humilité d'assurer, la continuité de l'État et d'aller voir les sachants pour qu'ils puissent contribuer pour les aider à accomplir la mission. Par exemple. Mais si vous voulez mettre tout le monde à la retraite, si vous refusez la continuité de l'État, vous ne faites pas l'évaluation de politique publique, vous n'avez pas de prévention, aucune anticipation, comment est-ce que vous pouvez diriger le pays? C'est ça. Enfin, moi, je vais énumérer des noms. Il y a une nouvelle génération peut-être quand même qui frappe à la porte. On les sent par les idées, on les sent par les initiatives qu'ils déploient, on les sent également par leur intervention dans les plateaux médiatiques, dans les rencontres publiques ou dans les marches. On les sent, on les voit et je pense qu'ils sont un peu actifs. On peut peut-être quand même les créditer d'une certaine volonté de vouloir incarner sans doute cette mutation que vous appelez de vos voeux. Mais vous savez, on est dans l'ère des jeunes. Dans tous les pays du monde, les jeunes sont nombreux, plus nombreux dans les pays. Oui, démographiquement. Les jeunes ne sont pas encore dans la production, ont des ambitions. Ils veulent avoir des épouses, créer des maisons, être dans la production. Et ils ont vu que les pouvoirs, le plus souvent qui les dirigent, c'est des pouvoirs qui gèrent des intérêts particuliers. Ils ne se voient plus dans ce que font leurs mandats. C'est ça. À partir de ce moment, on peut concevoir qu'il y a ce besoin de changement. Qu'il y a ce que les gens disent. On répète toujours des concepts qu'on ne regarde pas dans le fond. On parle de relève générationnelle. Mais la relève générationnelle ne veut pas dire remplacer les vieux par des jeunes. C'est ça. Non. Oui. Ça veut dire que les jeunes, on doit les permettre d'occuper des positions de pouvoir pour essayer d'aller très vite, de prendre leur destin en main. Mais ils ont besoin, d'être formés. Ils ont besoin d'avoir de l'expérience. Vous ne pouvez pas prendre un jeune qui sort de l'université et en faire un ministre. Ce n'est pas possible. Il ne fera rien du tout. Il va venir, il enlève tous les fonctionnaires qui étaient là-bas, il amène ses amis qu'il avait dans son sac, et rebelote, ça marque le pas, on pédale dans la choucroute. Ça, c'est un problème. On ne peut pas aller aussi à l'extérieur. Vous êtes sorti de HEC, ou bien vous êtes sorti d'une grande école, vous avez un diplôme, on vous amène au Sénégal, on fait de vous un ministre. Vous n'irez nulle part. S'ils avaient même le minimum de compétences pour dire, ok, je suis diplômé, je suis jeune, mais je me fais encadrer par des gens qui ont de l'expérience. À partir de ce moment, vous consultez une équipe, vous pouvez réussir. Mais les jeunes, le plus souvent, ils viennent. Quand on leur donne des postes de responsabilité, ils élaguent tout le monde, ils pensent qu'ils peuvent refaire le monde, alors ils ne font rien. Ils passent tout leur temps, le plus souvent, à vérifier celui que j'ai remplacé, quels sont les mots, quelle prévarication il a fait. Ils passent tout leur temps à rechercher des poux. Et ils ne réalisent rien du tout. Et ils n'écoutent pas les sachants, ceux qu'ils ont remplacés. Ça, c'est un drame. Un pays où tout est à faire, je vous le répète, il faut des élites qui ont pratiqué, qui ont de l'expérience, qui portent la machine et qui l'emballent. D'accord. Voilà. Gilles donc reçoit Thierno Lo, ancien ministre et président donc de l'APD. Thierno, nous avons assisté quand même à 3 alternances qui se sont succédées chez nous. C'est Wade qui a succédé à Diouf, c'est Macky qui a succédé à Wade et c'est Diomaye qui a succédé à Macky Sall. En fait, c'est des alternances, c'est probablement des changements de régime. Mais on a comme l'impression peut-être que quand même, tous ces régimes-là ont eu des difficultés à démarrer. Qu'est-ce qui explique? C'est un empressement, c'est un manque de profondeur ou c'est peut-être une incompétence qui surgit quand on s'y attend le moins?
Les alternances qui ont commencé, chaque alternance a ses premiers couacs. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'opposition, vous avez un discours de conquête du pouvoir. C'est ça. Qui est différent du discours de gestion du pouvoir. Oui. Ils arrivent le plus souvent, ils découvrent des choses qu'ils ne savaient pas. Ils arrivent le plus souvent, ils trouvent aussi, ils ont des difficultés pour redémarrer. Parce que vous venez d'arriver, il faudrait que vous rassuriez les bailleurs de fonds, vous changez d'équipe pour créer votre administration. Il faut que cette administration-là vous fasse vos politiques publiques pour que vous puissiez essayer de financer pour démarrer les projets que vous avez. Mais le mal, c'est quoi? Le plus souvent, quand ils arrivent, ils refusent la continuité de l'État. Ce qui est un grand problème au Sénégal et en Afrique même. Hein. La continuité du pouvoir est un problème en Afrique et particulièrement au niveau du Sénégal. Parce que les gens oublient que tout ce qui a été fait par l'ancien régime, c'est un patrimoine du Sénégal. Et que si le Parti socialiste n'avait pas créé un État, créé des routes, quand le président Abdoulaye Wade arrive, il n'aurait pas où se connecter pour amener la route à Saint-Louis ou bien pour créer des routes. Si le président Macky Sall n'avait pas trouvé le projet du président Abdoulaye Wade pour s'accrocher là-dessus, continuer, les fertiliser, il n'aurait rien fait, il n'aurait pas le bilan qu'il a eu aujourd'hui. Ces jeunes qui sont arrivés maintenant en 2024 sont venus, ils ont refusé toute continuité de l'État. Ils veulent refaire la nation. Ça veut dire bouger l'administration, refaire la justice pour que leur projet puisse être projet et pour qu'ils puissent assurer une certaine revanche sur les gens qui avaient conduit, qui avaient travaillé pour l'État, pour défendre la République, que ce soit des juges, que ce soit des forces de défense et de sécurité, que ce soit même un président de la République qui avait prêté serment pour sécuriser, défendre le pays. Ils auraient pu aujourd'hui faire fonctionner la reddition des comptes en laissant la justice faire son travail et en regardant. Ils viennent, ils se disent que tous les projets qui ont été réalisés par le président Macky Sall ne l'ont pas suivi au Maroc. C'est des projets qui étaient faits sur l'argent du Sénégal, sur l'endettement du Sénégal. C'est une propriété du Sénégal. Donc je vais faire l'évaluation des projets. Je corrige, je fertilise et je fais des rajouts. Et ainsi, ça va aller très vite. Mais vous dites, rebolote, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Alors que vous êtes obligé d'assurer, sans le dire, une partie de la continuité. Parce que vous prenez le BRT. C'est un projet du président Macky Sall, mais il l'a fait sur l'argent du Sénégal. Vous allez au stade, Abdoulaye Wade, c'est Macky Sall. Vous prenez les routes, c'est Macky Sall. Il a été notre serviteur, il l'a fait sur notre argent. Vous me permettez de dire que le plus souvent, la réponse que le président Macky Sall a donnée et que j'avais eu à énoncer dans les réseaux sociaux quand on a parlé de l'endettement et du déficit, j'ai toujours dit que endettez-vous. Il faut s'endetter. Mais quand vous vous endettez, faites des investissements utiles. Vous poserez la question au président Macky Sall, qu'est-ce que vous avez fait de votre endettement? Il va vous indexer, il va montrer les infrastructures. Les infrastructures sont visibles. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Vous avez fait des infrastructures, mais nous allons les évaluer. Combien a coûté l'hôpital de Touba, l'hôpital de Kédougou, la route Ila-Touba, le BRT, le TER? Combien ça nous a coûté? Vous faites l'évaluation, vous prenez des Sénégalais qui sont là, qui savent évaluer, vous faites des problèmes de comparaison entre ce qui se passe de par le monde. À partir de ce moment, vous saurez combien ça vous a coûté. C'est à partir de ce moment que vous allez voir les surfacturations. C'est à partir de ce moment que vous allez voir est-ce qu'il y a des détournements de deniers publics. À partir de ce moment, vous êtes très bien placé pour dire que voilà, j'ai fait une situation concrète avec des cabinets, avec des Sénégalais, voilà le résultat. Je considère que vous n'avez pas bien géré notre endettement, bien que vous ayez fait des infrastructures. Okay. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus pour dire que oui, dette cachée, déficit. Écoutez, les déficits, tous les pays du monde vont les connaître. L'endettement, tous les pays du monde s'endettent. Nous devons nous endetter, mais la question principale, moi, qu'est-ce que nous allons faire de notre endettement? Avec efficacité. Voilà, c'est ça le véritable débat. Mais tout est biaisé dans ce pays. On vient avec des intentions de règlement de compte. On vient des fois tenir des discours de non-sachants. Et ceux qui savent se taisent.
Et les gens sont dans une hypocrisie manifeste et caractérisée. Et il y a des amalgames. Aujourd'hui, Momodou, comment pouvez-vous accepter et légitimer le fait que le président Diomaye, le premier ministre Ousmane Sonko, je l'ai apprécié quand il était parlementaire, au début, avant que Macky Sall ne le chasse. Il était au niveau du Parlement, il me parlait de fiscalité, il me parlait d'investissement, il me parlait de dette. Ça, c'était sa valeur. Il me plaisait. Je disais que voilà un garçon très outillé, qui est différent des autres députés. Il sait de quoi il parle, il pose les véritables questions qui doivent nous intéresser. Mais quand Macky Sall l'a renvoyé, il s'est mis dans une position de riposte. D'hostilité. Il a dit que ce gars-là, je le dégage. Et pour le dégager, tous les moyens sont bons. Le discours, les façons, l'orthodoxie, tout ça, je m'en fous. Il faut qu'il bouge. L'autre lui a dit que toi, je vais te mettre la puissance publique parce que j'ai la protection de l'État. Tu ne seras pas, et si je dois partir, je t'embarque avec moi. Et c'est ça que nous avons vécu avec ces jeunes-là. Quand ils sont arrivés aujourd'hui, ils n'ont pas accepté la continuité. Ils ont mis sur la place publique ce qu'il ne fallait pas, qu'on pouvait régler à l'interne. La diplomatie de rue. Il n'y a que Trump qui peut faire la diplomatie de rue parce que c'est une grande puissance, tout peut lui être permis. Parce qu'il a un État qui est debout, qui est fort, qui est le champion du monde. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas besoin d'une diplomatie de rue. Le Sénégal a besoin que si nous devons régler des problèmes, qu'on les règle dans les coulisses, en sourdine, en utilisant notre diplomatie de développement. Nous en avons. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'ils sont entourés par ceux qui étaient au cœur de nos finances. Comment pouvez-vous aujourd'hui? Et ça me fait mal, j'en parle là où je suis. Cheikh Diba et Sarr, les fonctionnaires du ministère des Finances vont penser que j'ai une dent contre eux, Abdourahmane Sarr. Mais je considère que les fonctionnaires sénégalais, ils sont très bien formés, très bien outillés, ils n'ont rien à envier aux financiers qui sont aux États-Unis et en France. Ils sont sortis de ces écoles. Ils ont une bonne pratique. Et c'est pourquoi quand les missions du FMI viennent ici, ils ne voient rien. Parce qu'ils ont de l'expertise pour accompagner l'exécutif, pour avoir des financements. C'est pourquoi ils ont fait des jeux d'écriture. Ce qui s'est passé, ce n'est pas un maquillage, ce n'est pas une dette cachée. C'est un maquillage de nos chiffres pour pouvoir avoir de l'endettement et sortir des critères. Comment est-ce que le Sonko et Diomaye qui sont arrivés, qui n'étaient pas là, ce n'est pas eux qui ont fait ça. Pourquoi ils ne pouvaient pas se mettre sur le balcon et dire à Cheikh Diba et à Sarr et à Macky Sall et tant d'autres, voilà la situation, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Mais vous prenez les gens qui étaient acteurs, qui étaient au cœur du dispositif, vous les mettez derrière vous et vous voulez attaquer un président de la République qui n'était pas au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est un paradoxe. Tout à fait. Bon, mais on reviendra sur ce paradoxe quand on abordera le volet économie. Mais il y a une confidence quand même d'Abdoulaye Wade vous concernant. Il dit de vous que vous êtes un bon ministre parce que vous êtes très courageux. Alors moi, je sais que peut-être bon, ça vous est parvenu comme écho, probablement. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est d'où vient justement ce courage-là? C'est pas de courage, c'est une formation. J'ai fait 35 ans, ce que les gens ne savent pas, moi j'ai fait 35 ans de secteur privé avant de rencontrer le professeur Iba Thiam, avant de rencontrer le professeur Thiam et de rencontrer le président Wade. Oui, le président Wade a fait de moi un conseiller. Mais je suis l'un ou bien parmi les conseillers du président Wade. Quand je lui ai envoyé une note technique, il avait un bic rouge. Quand vous lui envoyez une note technique, il écrit « m'en parler ». Il le donne à Madame Baye. Ça veut dire « Madame Baye, appelle-moi Tchernolo » ou bien « appelle-moi un tel ». Pour que vous veniez discuter de la note. C'est ça. Il m'est arrivé une fois, il m'a convoqué, je suis venu, il m'a dit « Mais Tchernolo, vous savez que vous êtes l'un de mes meilleurs conseillers et vous êtes différent des conseillers que j'ai ici. » Ce qu'ils font, ils vont voir le professeur Iba Thiam. Ils discutent avec lui, ils leur donnent des concepts et des discours. Ils viennent, ils le mettent sur leur papier en tête. Ils me le donnent. Quand je m'en parle, quand ils viennent ici, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils recopient des choses, ils me les amènent. Et je suis un intellectuel comme le professeur Iba Thiam. Quand vous ne nous apportez rien, nous pouvons vous laisser à la présidence de la République, vous donner des salaires, mais vous ne nous aidez plus dans ce que nous faisons. Il me dit, c'est pourquoi les gens disent qu'Abdoulaye Wade
n'écoute personne, il n'est pas point conseiller. Mais toi, quand tu me fais une note, quand je t'appelle, tu m'expliques. Vous savez pourquoi j'ai réussi cela? Parce que je suis formé au niveau du secteur privé. Je suis parti d'une porte d'enregistrement des produits de Dametal où j'étais. Parce que dans cette société-là, quand vous arrivez, on vous met à la porte. Vous enregistrez le produit, les épines, les cornières, les fonds bombés, les carreaux, les machins pour connaître qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise. L'existant. L'existant. Vous partez de la porte pour aller au comptoir, pour venir faire la facturation. Ça vous permet de connaître les cardex. Absolument. Quels sont les produits qui sont là? Les produits seront facturés au mètre linéaire, au kilo, au poids. Donc vous connaissez les éléments de mesure. À partir de ce moment, vous savez faire des prix de revient. Et c'est ça que vous transposez un peu. On vous sort de là-bas pour vous amener au transit. Vous faites une facture proforma, vous faites le suivi commande, ça arrive au port, vous dédouanez, vous êtes transitaire. Après maintenant, vous êtes agent technico-commercial pour aller maintenant vendre les produits. Agent technico-commercial, vous êtes en train de vendre les produits. Et vous n'avez pas un conseiller qui est près de vous pour vous faire des notes. Je pars de là-bas pour être coordinateur. Après chef de département, après directeur des services techniques, et j'ai repris la filiale qui m'employait. Enfin, quand les trois ont eu des problèmes avec la Sénélec, parce que je faisais partie du groupe Hydro-Québec qui avait pris la Sénélec. Quand le président Wade a rompu le contrat, ils ont dit qu'il quitte le Sénégal et j'ai repris la filière. Quand maintenant je venais pour être conseiller, je suis venu avec cette formation-là. Outillé quand même pour... Ouais, je suis venu avec cette formation-là. D'abord, j'ai géré des hommes, plus de 100 personnes. Deuxièmement, j'avais des budgets à atteindre. Personne ne m'aidait. Quand j'ai du budget de milliards, nous étions la deuxième filiale après Télé-Sénégal. Télé-Sénégal qui est devenu la Sonatel. Quand vous prenez les entreprises sénégalaises, si vous dites Télé-Sénégal, vous disiez Davom. Et c'est là-bas que je suis sorti. Alors, je suis venu avec une formation. D'abord, le pragmatisme, le savoir, la rapidité d'exécution. Et c'est ça que le président Abdoulaye Wade appréciait chez moi. Je lui faisais des notes, et après, il regardait les notes. Et quand il a vu que moi, j'avais un coefficient supérieur au poste de ministre conseil, il m'a appelé un jour pour me dire, Thierno, toi, je vais te donner un département ministériel. Je suis parti au niveau du département ministériel. Tous les projets que portait Abdoulaye Wade, il les a confiés à des gens, il ne pouvait pas le faire. Abdoulaye Wade avait une intention de créer le salon sur la ferronnerie. Ce vieux m'a beaucoup appris. Il est très fort en montage de projet, il a une vision du monde. Il savait que la ferronnerie est un marché à milliards de par le monde. Regardez les balcons, regardez les mobiliers, les jardins, tout ça. Il a toujours demandé à ses ministres de leur organiser un salon sur la ferronnerie. Quand il me l'a confié, j'ai organisé le salon sur la ferronnerie. Il est venu au CICES. Je le regardais briller, content. Il m'a félicité. Abdoulaye Wade disait, c'est la phrase qu'il a utilisée au Méridien Président quand j'ai organisé le premier salon du tourisme. Comparé au Tobreza de Paris, pour la vision, on m'a donné la médaille d'or de la Fédération du tourisme. Il est venu. Quand je lui ai annoncé que j'organise le salon du tourisme, qu'est-ce qu'il m'a dit? Thierno, si jamais tu m'amènes ce tourisme saga d'eau là, de la Gambie là, je te fais sortir du ministère. Je dis, ok, je prends le risque. Quand il est arrivé au Méridien, au CICES, nous étions en train de l'accueillir avec Mamotar Gueye, qui était le PSA du CICES. Abdoulaye Wade, quand il vient d'arriver, il avait le visage fermé. Moi aussi, je suis venu, je l'ai salué comme ça, avec tout le respect, en me disant qu'aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer. Il est entré dans les stands. Quand on faisait le tour, c'était le TICA, Tourisme Industrie Culture Artisanat d'Art. J'avais amené les artisans sénégalais, j'avais mis en place ce qu'on appelait le tourisme durable. Quand il est entré, on visite, je vois le visage qui s'éclaircit. Oui, il sort un petit sourire. Et je me suis dit que la partie est gagnée. Il me regarde, ce regard de Wade là qui vous dit que c'est très bien, il me l'a posé. Quand nous sommes entrés dans le CICES, il a pris la parole pour dire que, monsieur le ministre Thierno Lo, vous m'avez convaincu. J'ai toujours nommé des ministres du tourisme sans croire au tourisme. Vous allez faire la différence entre un président qui regarde faire et un président qui accompagne. Parce que quand il est venu, j'ai vu qu'il avait très bien articulé le tourisme et l'artisanat. C'est à partir de ce moment, la jonction entre les deux. C'est à partir de ce moment qu'il s'est dit, Thierno, tu vas m'organiser le salon sur la ferronnerie. Je l'ai fait. Vous avez le vieux là qui a fait les tiges du palais présidentiel là, les tiges là, que vous voyez. Vous avez son fils, il a un atelier là qui est en train de faire les mêmes tiges. J'ai transformé sa forge au niveau du CICES. Devant le président Wade, il a fait une tige
J'ai donné des matières premières aux artisans sénégalais. J'ai invité aussi les artisans français qui sont venus. Ils ont fait des mobiliers de maison, des mobiliers de jardin. Ils ont tout fait. Quand on va visiter, mais ils étaient aux anges. Les artisans français qui étaient venus nous ont dit, mais monsieur le ministre, c'est des Sénégalais qui ont fait ça. J'ai dit, oui, ils sont plus doués que vous. Ça veut dire que vous avez un nom, vous êtes dans une puissance qui s'appelle la France, mais le savoir, nous le détenons et nous faisons les choses mieux que vous. Parce que nous faisons du travail à la main. Et vous faites du travail à la machine, nous faisons du travail à la main. Nous sommes plus intelligents que vous. Ils nous ont dit, mais écoutez, vous allez faire des catalogues comme on fait là pour les meubles, pour que vous puissiez exporter cela. Et c'est de ce salon-là que les gens sont partis pour avoir le fonds que la BAD avait donné. C'est à partir de ce que nous avons fait au niveau de l'artisanat. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Thierno Lo, quand Wade m'a convoqué encore, il m'a amené à l'Assemblée nationale avec le président Macky Sall. Quand il m'a repris pour me donner un département ministériel, quand Souleymane Ndiaye faisait encore ses consultations, mais j'étais à Darou-Moussi pour prendre la communauté rurale de Darou-Moussi. On m'a appelé, je venais, quand je suis arrivé à Rufisque, le président Wade, mon téléphone a sonné, on me dit ne quittez pas avec le président Wade. Je décroche. Il me dit, Thierno Lo, est-ce que Souleymane Ndiaye vous a appelé? J'ai dit que oui, il m'a appelé. Il me dit, n'allez pas le voir, venez au palais directement. Je suis allé directement au palais. Souleymane Ndiaye était dans un bureau en train de m'attendre. Quand il ne m'a pas eu, il a appelé mon garde-corps pour lui dire, Thierno Lo, il dit qu'il est au palais. Il dit que demain, il n'a qu'à venir ici, on va faire les formalités, comme c'est le président Wade qui le consulte. Je suis arrivé. Oui. Il m'a dit, je te donne le secteur informel. Il devait en faire un ministère. Il m'a dit, je vais y mettre beaucoup de milliards. Tu vas essayer de formaliser cette économie populaire. Je sais que tu peux porter ça parce que tu as toujours porté mes idées. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, un journaliste m'appelle pour me dire, monsieur le ministre, félicitations. Alors moi, vous êtes félicitations avec tout ce qu'on vous a donné, le ministre de l'Artisanat, le ministre de tout. J'ai dit, mais toi, qui t'a dit que j'ai le ministre de l'Artisanat? Il me dit, mais écoute, c'est dit à la télé. Alors je me suis dit non, je ne voulais pas te dire parce que je croyais que Souleymane Ndiaye ne l'avait pas encore annoncé. Mais je ne savais même pas que j'avais ces deux ministères. Quand je suis parti, il a appelé Souleymane Ndiaye pour dire je devais donner l'informel à Thierno Lo. Tu lui donnes le ministère de l'Artisanat, du tourisme et des relations avec le secteur privé et le secteur informel. Vous voyez ces trois ministères qu'il m'avait donnés. Oui. Et dans la mise en œuvre, dans chacun de ces ministères, j'ai traduit sa vision. Tout ça, c'est parce que j'étais un développeur. J'étais très bien formé au niveau du secteur privé. Et quand j'arrivais dans un ministère, dis-toi bien, Mamadou, je n'ai jamais changé de personnel parmi tous les ministères que j'ai fréquentés. Vous avez fait... j'ai laissé les fonctionnaires que j'ai trouvés et je leur ai tenu un seul discours. Travaillons pour la République, je veux réussir. Et je ne change personne. Je n'ai changé personne. Et j'ai fait quelque chose. J'ai convoqué tout ce qui m'avait précédé au niveau du ministère du Tourisme. Tidjane Silla, Jacques Baudin, El Hadji Malick Sy Souris, Aïda Gassama, tous les secrétaires d'État même qui m'avaient précédé au niveau du tourisme, je les ai invités au niveau du méridien président. C'est votre mérite. Je leur ai dit, voilà un comportement que vous avez géré avant moi. Je suis venu, venez m'accompagner. Nous allons développer le tourisme du Sénégal. Autrement dit, être à l'écoute des anciens ou de ceux qui... Des anciens, je les ai convoqués quand nous avons terminé. Tidjane Silla, il était très fort en formation, il avait écrit, il m'a donné. El Hadji Malick Sy Souris avait écrit un livre qu'il m'a dédicacé. Jacques Baudin, tous m'ont accompagné, ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient comme coefficient. Et à partir de ce moment, j'ai organisé la première édition. C'est ce jour-là que El Hadji Malick Sy Souris a dit à Jacques Baudin, Jacques, tu as le verbe. Tu vas décrire ce que nous venons de vivre, parce que ça va dans les livres Guinness. Thierno Lo, personne ne l'a fait dans le monde. Thierno Lo a été le premier à comprendre que l'État est une continuité. Et au moment où Abdoulaye Wade ne voulait pas entendre parler du Parti socialiste, il a eu le courage de nous convoquer. Parce que je savais que le président Wade, quand il verra ce que j'ai fait et ce que je veux faire, c'est un intellectuel pur et dur. Il ne pourrait qu'apprécier. Après, il m'a appelé pour me féliciter. Oui, et c'est pourquoi j'ai réussi ce que j'ai réussi. Oui, parfaitement. Vous étiez vraiment en osmose avec le président. Oui. Mais touchons du doigt un aspect quand même qui est extrêmement important, puisqu'on est dans l'économie et aussi un peu. L'agriculture. Aujourd'hui, l'arachide, vous devez connaître, parce que quand même, votre fief a été un bastion, un bassin de l'arachide. Mais aujourd'hui, la période de soudure se prolonge. Les paysans ne sont pas encore fixés justement sur le prix affiché par l'État. Et ensuite, il y a des intermédiaires maintenant qui sillonnent les campagnes.
où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est avec justement cette principale Vous production? avez posé une question qui m'intéresse et sur laquelle j'ai fait des contributions. Merci. Quand les gens ont parlé de souveraineté, je leur ai dit que la souveraineté alimentaire était une question de dignité nationale. Et que pour que nous puissions régler nos problèmes, Mamadou, il n'y a que l'agriculture qui peut porter le développement du Sénégal. Vous savez, Dieu, le Tout-Puissant, quand il nous a créés, il nous a mis au Sénégal. Il a mis les autres en France, les autres en Espagne. Est-ce qu'il a dit aux Sénégalais, je vous mets ici au Sénégal, mais vous allez manger en Égypte ou en Chine? Est-ce qu'il a dit aux Français, vous allez manger au Sénégal? Non. Il nous a mis sous terre et il nous a mis toutes les richesses dans la terre. Ressources minières. Tout ce que vous avez, les arbres là qui sont là, qu'on utilise pour faire des créations, pour faire des médicaments, le pétrole, toutes les ressources sont dans la terre. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont travaillé la terre d'une part, ils ont fait de l'agriculture. Quand l'agriculture marche, tout marche. Au niveau du Sénégal, la première chose que nous devons faire, c'est la maîtrise de l'eau. Quand vous maîtrisez l'eau, vous pouvez faire une agriculture. Quand vous faites une agriculture, il faut qu'elle soit diversifiée. Qu'il n'y ait pas l'impérialisme de l'arachide. Il faut qu'on règle le problème de l'impérialisme de l'arachide pour diversifier les cultures. Aujourd'hui, l'investissement humain mouride dont je parle, si le pouvoir temporel l'avait utilisé, on peut drainer l'eau du fleuve pour l'amener à l'intérieur du Sénégal, parce que cet investissement est un levier de développement sur lequel on ne s'est pas appuyé. Aujourd'hui, si le pouvoir temporel allait avec le pouvoir spirituel, mouride, et pour que nous puissions drainer l'eau, le Khalife général, j'étais parti le voir, pour lui dire, Serigne Montaha, vous devez aider le Sénégal en parlant au président Macky Sall. Vous allez utiliser l'investissement humide pour prendre l'eau de lac de guerre pour l'amener à l'intérieur du Sénégal pour créer un exode urbain. Il m'avait dit que ça, je vais le faire. Et après, il a fait une sortie dans une vidéo pour dire que si je n'avais pas commencé l'université de Touba, j'aurais amené l'eau du lac de guerre. J'avais écrit au président Macky Sall pour lui dire il faut voir le calife pour drainer l'eau. Si vous drainez l'eau, maintenant vous allez un exode urbain. Vous encadrez maintenant les jeunes avec votre génie militaire et tout pour les pousser à être de véritables agriculteurs. Et que l'argent que vous dépensez, il faut que ça aille vers le paysan. Il faut supprimer les intermédiaires, les OPS que vous avez ici, qui captent vos milliards, qui sucent le sang du paysan. Vous n'aurez jamais une agriculture diversifiée parce que les semences ne sont pas pour les paysans. C'est les clientèles politiques qui prennent ces bons-là, qui donnent ça aux OPS, qui leur donnent de l'argent, et puis ils gardent l'argent jusqu'à ce que l'État puisse commencer à vendre. Il commence maintenant à faire de la spéculation. Les tracteurs que vous amenez, si je l'avais dit au président Wade, vous amenez des tracteurs, contrôlez-les. Les tracteurs sont en Mauritanie, en Gambie, et peu importe, on les a vendus. Ce n'est pas les paysans qui ont les tracteurs. Vos semences, vos intrants ne sont pas à la disposition des paysans. Vous avez supprimé aussi la SODEVA. La SODEVA, c'était des ingénieurs qui, chaque matin, leur bureau, c'était les champs. Être auprès des paysans, les encadrer, faire les sélections de semences, regarder comment est-ce qu'il faut même utiliser l'engrais, quelles sont les variétés, quels sont les plus grands agriculteurs. Au début, les ministres, quand ils se déplaçaient, les Habib Thiam à l'époque, quand ils se déplaçaient, c'était pour voir les gros producteurs et voir quelles sont les variétés de semences que nous avions données, comment ça s'est passé. Mais tout ça, ça a disparu. Et puis, on met le tout sur l'arachide. Alors que la diversification des cultures, nous avons des variétés de cultures qui coûtent plus cher que l'arachide. Est-ce que savez-vous que nous avons les arbres fruitiers que vous avez ici, les fruits fruitiers? C'est ça. Vous avez des kilos qui coûtent 4 500, 7 000 francs le kilo. Vous avez même l'acacia Sénégal là, que vous voyez dans les médicaments fabriqués aux États-Unis et tout. Les Saoudiens venaient ici pour aider nos populations. Pour les employés, ils vont des cultures de l'acacia. Après, maintenant, on leur donne des billets à la Mecque, on leur donne des trucs. Après, maintenant, ils prennent la production, ils le vendent. Vous voyez, il y avait un projet, quand j'étais ministre de l'Enfance, qui s'appelait le projet Volanafa. Les Américains encadraient ce projet où on faisait de la culture, de la volaille, des cultures maraîchères et tout. Toute la récolte était vendue avant que les gens ne terminent de récolter. Vous savez donc, nous pouvons développer notre agriculture parce que quand l'agriculture marche,
vous avez le commerce qui marche. Parce que c'est une... Vous avez le transport qui marche. Oui. Vous avez l'assurance qui marche. Et vous créez de la matière première pour avoir une industrialisation. Pourquoi nous n'avons pas une industrie? Parce que nous n'avons pas une agriculture développée pour créer de la matière première. Et le peu de matière première que nous avons, qui sont nos fruits fruitiers, pourrissent dans nos villes parce que nous n'avons pas une industrialisation. Vous devez avoir une agriculture diversifiée, créer des plus-values pour créer une industrie qui fait marcher les autres secteurs. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. On a l'impérialisme de l'arachide, on donne notre argent à des spéculateurs et aucun gouvernement qui arrive ici. Depuis le temps de Mamadou Dia, vous n'avez pas vu une politique agricole. Posez la question à Macky Sall, quelle était sa politique agricole? Posez la question à ceux qui arrivent, quelle est leur production? Ils n'ont que des gestions de la saison des pluies, gérer l'hivernage, donner des semences, des intrants, fixer un prix de l'arachide et rebolote. On attend la prochaine saison. Mais je connais quand même des ministres, d'anciens ministres de l'Agriculture qui disaient quand même que voilà, les campagnes agricoles se préparaient très tôt. Et ensuite, on voyait venir. Si bien donc, peut-être bon, chaque cycle de préoccupation était réglé au milieu. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Moi, des fois, j'étais dans des réunions de Benabok Yakar. J'ai des gens qui m'entouraient, il y a quelques-uns que j'ai reconnus, qui étaient des anciens de la Sodeva, qui sont des ingénieurs agricoles. Quand le président parlait de la saison agricole, on parle des prix là, quand il annonce, nous avons fait 1 million et quelques de tonnes, il me dit c'est faux. C'est faux, monsieur le ministre. J'ai dit, ils me disent, nous n'avons même pas fait 800 tonnes. 800 000, je veux dire. 800 000. D'accord. On n'a même pas fait 800 000 tonnes. Il raconte des histoires au président. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre les politiques mais c'est-à-dire que les gens, pour être bien vus par le président, et des fois le président, il a les informations. Mais ils ont la gêne, le complexe de dire que nous n'avons pas une bonne récolte. On n'a récolté que 500 000 tonnes. Ils disent, oui, nous avons une campagne agricole qui fait telle, nous avons donné des ressources aux paysans, alors que le paysan n'a rien vu, ils n'ont rien récolté, et ce rebolote, on a mis nos milliards entre les mains des spéculateurs, et nous ne disons pas la vérité aux paysans. Les paysans n'ont jamais eu les bonnes informations, et des fois, pour des motifs politiques, ils exploitent les mauvaises informations qu'on leur donne. Alors, aujourd'hui, oui, ils ne peuvent pas vous dire combien nous avons récolté d'arachide. Les intrants, il y en a qui ne sont pas bons. Les semences n'ont pas été bien distribuées. Et ils vont lui dire la campagne agricole a été une réussite. Donc, c'est tout à fait faux. Faut-il remettre donc à place ces stratégies de campagne agricole? Il faut qu'on choisisse des gens qui ne parlent pas pour plaire, mais des gens qui disent la vérité aux décideurs et qui sont conscients de leur mission pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont fixés. Tant que nous n'aurons pas des gens qui travaillent pour l'intérêt général, qui travaillent pour la République, et qui savent que demain, l'histoire va s'écrire et qu'on va découvrir toutes les contre-vérités qui ont été faites. Aujourd'hui, faisons l'évaluation des politiques publiques. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses qui ont été dites sont contraires à la vérité. Regardez ce qui se passe actuellement au niveau des inondations. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, chaque saison des pluies, vous prenez nos milliards, vous les jetez dans la mer et vous attendez le prochain hivernage. Vous faites la gestion des inondations. La gestion des inondations là n'a pas fait l'objet d'évaluation. Parce que si vous aviez évalué, vous auriez pu dire les milliards que j'avais mis l'année dernière, qu'est-ce que ça a rapporté? Où sont les tracteurs? Où sont les raccords? Où est tout le matériel que j'avais acheté et mis à la disposition du plan Orsec? Est-ce que les motopompes sont là? Est-ce que les tracteurs sont là? Est-ce que l'entretien se fait? Les trucs de l'ONAS là dont on parle, les entreprises. Mais il y a des entreprises qui ont été choisies pour faire la maintenance du réseau. Aujourd'hui, vous avez le réseau qui est bouché. Vous avez les inondations, mais évaluez pour dire la maintenance que j'ai payée à coût de milliards, qu'est-ce que ça a rapporté? Dites-vous aussi que les zones non nidificantes, jusqu'à l'infini, la nappe, elle est là, les populations là seront toujours engloutis par les eaux. Pourquoi est-ce que je ne vais pas délocaliser les milliards qui ont été mis pour faire des villes? Oui. Alors le temps presse pour nous, mais tout ce que vous dites vraiment est très, très intéressant. Mais pourrais-je terminer cet entretien sans peut-être vous taquiner un peu sur la question du sport? Il paraît même qu'on vous appelle Zidane.
Oui. Vous nous direz peut-être, bon, qui... Non, c'est Macky Sall qui m'appelle Zidane. Bon, qui ça? il l'a fait lors d'un meeting que j'avais réussi. Oui, oui. Il s'est dit, mais attends, Racine Talla lui a donné une note pour lui dire que mais Thierno Lo, il est très fort en politique comme Zidane l'est au football. Et il est chauve. Est-ce qu'on peut pas l'appeler Zidane? Et il a lancé ce truc. Et voilà, bon. ça me permet donc de slalomer sur l'équipe nationale du football. L'équipe nationale du football doit nous donner une leçon. Comment vous la jugez? Sadio Mané a donné déjà un pronostic pour la finale de la Coupe du Monde. Mais écoutez, l'équipe nationale du Sénégal peut prendre la Coupe du Monde. Sérieusement? Il faut y croire. Pourquoi? Je vais vous dire, Mamadou, pourquoi l'équipe nationale du Sénégal peut prendre? Prenez tous les pays qui sont à la Coupe du Monde. Les Ronaldo et les autres là. Mais c'est comme ça parce qu'ils sont au niveau de Barcelone, au niveau de la Juventus, ou des trucs comme ça. Oui, ils ont rencontré d'autres compétences du monde, ils ont constitué une équipe. Mais si vous les prenez, vous les amenez dans leur pays d'origine, ils trouvent là-bas des locaux et ils n'ont pas la même configuration que Barcelone. Donc, ils n'ont pas la même compétence et le même rendement qu'à Barcelone. Ils viennent dans un milieu local. Ce milieu local-là, c'est celui-là qu'il faut comparer avec le Sénégal. Nous avons des internationaux, nous, qui sont nombreux, qui viennent au Sénégal, qui ont joué avec ces gens-là. Donc, si nous venons prendre le Sénégal comme équipe, nous sommes au même titre que la France, au même titre que le Brésil, au même titre que les autres pays du monde. Donc, nous pouvons prendre la Coupe du Monde, il faut y croire, on a les compétences. Et on note aussi qu'à chaque fois que nous sommes unis, nous sommes forts. Nous sommes forts. Aujourd'hui, la façon dont nous collons autour de l'équipe nationale devait être la même chose que nous devons avoir autour du Sénégal, autour de l'économie, autour de notre secteur, pour utiliser l'ensemble de nos talents, parce que l'équipe nationale, c'est une somme de talents, c'est une somme d'engagement, c'est une somme de patriotisme. Il porte un peuple, un but, une fois, il soulève le drapeau du Sénégal. Très bien, Monsieur le ministre. Oui. Merci beaucoup justement pour cette chute qui est admirable. Et ça n'est fini pour donc, le JDD de ce 23 novembre. Nous recevions donc Thierno Lo qui nous a fait voguer justement sur toutes les expériences qu'il a eu à acquérir à travers sa vie politique, sa vie de citoyen, mais sa vie aussi de leader. Merci et à dimanche prochain avec les remerciements à toute l'équipe justement qui nous a accompagnés en GDD autour de Abdoulaye Ndiaye, à qui nous présentons nos condoléances parce qu'il a perdu récemment sa très chère grand-mère.